Bonjour à tous. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui de mitral regurgitation and left ventricle dysfunction, how to manage. Comme vous le savez, l'insuffisance mitrale chronique comporte deux entités totalement différentes. L'IM primaire qui est la conséquence d'une lésion primaire d'un ou de plusieurs éléments de l'appareil mitral et qui se caractérise par une fraction d'éjection qui ne reflète pas la réalité de la fonction ventriculaire gauche. En effet, une FE à 60% témoigne déjà d'une altération de la contraction avec un risque de fibrose. L'IM de type secondaire, quant à elle, elle est due à un remodelage du ventricule gauche, ischémique ou non ischémique. Dans l'IM primaire, la dysfonction VG est la conséquence de la régurgitation mitrale, alors que dans l'IM secondaire, la dysfonction VG est la cause de la régurgitation mitrale. Si la prise en charge de l'IM est relativement bien codifiée de l'IM primaire, celle de l'IM secondaire reste controversée. L'évaluation de l'IM primaire repose sur l'écho transthoracique, examen clé pour le diagnostic, identification de mécanisme, sévérité, réparabilité, étude du VG, fraction d'éjection, strain longitudinal, diamètre télésystolique, pression pulmonaire, étude du VD et autres valvulopathies. Le TO n'est pas systématique, sauf si écho non concluante. Bien sûr, le TO 3D sera systématique avant tout traitement percutané. L'IRM n'est pas systématique, sauf si l'écho n'est pas concluante. Elle pourra nous renseigner sur le VG et sur l'IM. La prise en charge de l'IM primaire sévère avec dysfonction VG fait appel au Heart Team qui va stratifier le risque quant aux bénéfices attendus par rapport au risque. Et il doit tenir compte du souhait du patient et savoir si les ressources locales sont-elles optimales pour l'intervention prévue. Parmi les facteurs prédictifs d'une mauvaise évolution d'une insuffisance mitrale primaire, les études sur l'évolution spontanée avaient montré que les facteurs liés au ventricule gauche étaient déterminants dans le pronostic. Tels que les montrent ces études, en effet, les patients qui avaient mal évolué étaient les patients qui étaient en classe 3-4, les patients qui avaient une FE inférieure à 60% et les patients qui avaient un diamètre télésystolique supérieur ou égal à 40 et non pas 45. D'ailleurs, ces mêmes facteurs prédictifs d'une mauvaise évolution spontanée étaient aussi retrouvés comme étant des facteurs de mauvais pronostic en post-opératoire. La grande question qui se pose, est-ce que la chirurgie de la valve mitrale devrait-elle proposer si dysfonction importante du VG? Et là, toutes les études sont d'accord sur le fait que plus la fraction d'éjection est altérée, plus le risque opératoire est important, tel que le souligne l'étude de Constance, ayant inclus 14 000 patients, qui a bien démontré qu'il y a une surmortalité quand la fraction d'éjection devient inférieure à 30%. Par ailleurs, dans l'analyse multicentrique de Tribui, il a montré que le fait de ne pas intervenir en cas d'insuffisance mitrale primaire avec dysfonction VG aurait un pronostic très catastrophique par rapport à l'intervention chirurgicale, bien que le risque n'est pas aussi anodin. Mais ne pas intervenir ne doit pas se concevoir. Si on a décidé d'intervenir plastie ou remplacement, toutes les études, bien sûr, indiquent que la plastie mitrale doit être indiquée en priorité, puisqu'ils ont démontré qu'il y a une supériorité de la plastie par rapport au remplacement valvulaire, et cette supériorité surtout est marquée quand on a une dysfonction VG, comme le montre Constance dans son étude, qui a bien démontré que quand on a une dysfonction VG, la mortalité après remplacement valvulaire est plus importante qu'après plastie. Que disent les recommandations en 2021 ? La chirurgie est indiquée chez les patients symptomatiques qui sont opérables. Il n'y a plus de restriction de FE. Avant, il était une FE à 30%, donc plus de restrictions. Bien sûr, ces patients, ils peuvent bien récupérer. La chirurgie est aussi recommandée chez des patients asymptomatiques qui ont une dysfonction VG débutante, attestée par un diamètre télésystolique supérieur ou égal à 40 et ou une fraction d'éjection inférieure ou égale à 60. Le traitement percutané peut être considéré chez des patients qui sont symptomatiques, qui remplissent bien les critères d'éligibilité pour un traitement percutané et qui sont jugés inopérables par le Heart Team. Qu'en est-il pour l'IM chronique secondaire? Là, c'est une véritable ventriculopathie puisque les valves sont structurellement normales. Et cette fuite serait due à un remodelage, une dysfonction, une dilatation du VG et qui complique fréquemment l'évolution des cardiomyopathies ischémiques et non ischémiques et qui est la conséquence d'un déséquilibre entre les forces de fermeture qui sont abaissées du fait de la baisse de la contractilité du VG et des forces de traction qui sont augmentées du fait du déplacement du pilier antérieur qui va entraîner une traction sur les valves, une restriction valvulaire et une attraction donc, vers l'apex du point de coaptation avec une fuite mitrale.
Le diagnostic, là aussi, ça repose sur l'échocardiographie, mais la PISA en cas d'IM secondaire peut connaître certaines limites, surtout que contrairement à l'IM primaire, la zone, donc la surface de l'orifice régurgité n'est pas vraiment circulaire, mais parfois elle peut être hémileptique. Dans ce cas-là, on pourra recourir à l'écho 3D, qui bien sûr va être systématique avant dilatation, avant traitement percutané. L'IRM, donc toujours les mêmes indications en cas d'écho non concluant. Je souligne aussi le rôle important de l'écho d'effort en cas d'IM secondaire et qui a un but essentiellement pronostique. Une surface de l'orifice régurgitant à 20 mm se révèle comme un facteur de mauvais pronostic en cas d'insuffisance mitrale secondaire. La grande question qui se pose, est-ce qu'il y a un bénéfice à la chirurgie d'aller opérer la valve mitrale quand on a une indication à un pontage? Et là, il y a certaines études, comme celle qui est publiée dans New England Journal, qui a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à ajouter la chirurgie de la valve mitrale au pontage. Par contre, il y a une autre étude menée par Marais qui avait montré que le fait de rajouter une réparation de la valve mitrale au pontage, pour les IM qui sont moyennes à sévères, pourrait améliorer la survie. Qu'en est-il quand on n'a pas de geste de revascularisation à indiquer? Eh bien, les études sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de bénéfice sur la mortalité, sur le fait de réaliser une chirurgie isolée de l'insuffisance mitrale. Si on a décidé d'opérer, quel geste choisir? Valve, remplacement ou plastie. En matière d'IM secondaire, dans toute dernière étude récente, il n'y avait pas de différence significative entre plastie ou remplacement, le fait de bien sélectionner les malades éligibles pour telle ou telle technique. Un petit mot pour la réparation mitrale percutanée bord à bord mitral clip. Ces indications sont élargies ces dernières années grâce aux deux gros résultats de deux études randomisées, le MITRA-FR et le COAPT. Surtout l'étude COAPT qui a très bien souligné l'effet bénéfique donc, du MITRA-clip en comparaison avec le traitement médical en termes de baisse donc, de mortalité cardiovasculaire, de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Que disent les recommandations pour l'IM secondaire? Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, la sévérité, eh ben, une IM secondaire est dite sévère, non plus par un sort supérieur ou égal à 20 et un volume régurgité supérieur ou égal à 30, mais on retient actuellement 40 pour le sort et 60 pour le volume régurgité. La chirurgie est indiquée à chaque fois qu'on a une IM secondaire sévère chez des patients qui restent symptomatiques malgré traitement médical optimal incluant la resynchronisation. À chaque fois qu'on a un geste de revascularisation myocardique tel qu'un pontage, donc allez-y, on peut faire un geste sur la valve mitrale. Par contre, si le Heart Team a jugé que le patient n'est pas éligible pour chirurgie et qu'on va indiquer une angioplastie, un TAVI, on peut toujours proposer un traitement percutané. Qu'en est-il quand on n'a pas de geste de revascularisation myocardique à faire? Et là, on voit très bien que chez ces patients-là, on peut leur proposer le traitement percutané s'ils ne sont pas éligibles à la chirurgie, mais à condition qu'ils remplissent bien les critères d'éligibilité et de succès du traitement percutané. La chirurgie, regardez, c'est une classe 2B chez les patients qui sont symptomatiques, qui sont jugés opérables. Et bien sûr, chez des patients qui ne sont pas jugés opérables, qui ne remplissent pas les critères d'éligibilité pour le traitement percutané, c'est au Heart Team de décider de proposer ces malades pour un traitement percutané. En conclusion, dans l'insuffisance mitrale primaire, il y a toujours un problème de pertinence des indices échographiques classiques de la fonction VG. Le strain, oui, il permet de détecter faiblement et précocement la dysfonction VG, mais il nécessite une validation supplémentaire. Intervenir, quelle que soit la fraction d'éjection, à chaque fois que le patient est opérable. Valeur seuil de dysfonction VG, FE inférieur ou égal à 60% et ou DTS supérieur ou égal à 40. Traitement percutané, bord à bord, c'est une solution pour les patients inopérables. Pour l'IM secondaire, là, ça reste vraiment très complexe et encore controversé. Le seuil de l'IM secondaire, c'est le sort à 40 et non plus à 20, et le volume régurgité 60 et non plus à 30. Les indications chirurgicales sont très restrictives en l'absence d'indication de pratiquer une revascularisation myocardique. La plastie mitrale percutanée bord à bord
a une place de plus en plus importante. Et je finis par dire que l'implantation de la valve mitrale percutanée reste une solution thérapeutique dans un avenir prochain chez des patients qui sont à haut risque chirurgical et non éligibles à un geste percutané.